L'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. Un mardi sur 2. Bonjour, je m'appelle Uriel. Uriel avec 2 ailes, comme un papillon, symbole de résilience et de renaissance. Née de mon propre parcours face à un cancer colorectal, j'ai créé L'écho des papillons, un podcast nomade réalisé à vélo et en camion. Mon but ? Recueillir sur ma route toute forme d'initiative et de parcours, source d'espoir, afin de transmettre à mon tour un peu de lumière aux personnes touchées par un cancer. Cheminer avec moi au cœur de conversations intimes et conviviales, partagées avec des hommes et des femmes qui ont transformé la maladie en force. Découvrez aussi une approche novatrice, globale et prometteuse dans le traitement du cancer, appelée oncologie intégrative. Et parce qu'être malade ne signifie pas renoncer à ses rêves, suivez-moi sur ma route dans mes réflexions et conseils personnels sur le voyage avec un cancer. Que ces dialogues et ces ressources vous aident à déployer vos ailes et dessiner votre chemin sur la voie de l'espoir et de la transformation, à l'image de la chrysalide qui devient papillon. Bon voyage sonore. Bienvenue dans l'écho des papillons. Pour ce 4e épisode et le premier en solo, on va parler d'un sujet encore trop peu abordé, le voyage quand on est malade, quand on est en plein traitement et de manière générale quand on vit avec un cancer ou une maladie chronique. Est-ce qu'on peut partir ? Est-ce qu'on peut s'éloigner de chez soi, de ses soins, de ses repères ? Ou est-ce qu'on est censé rester là, figé, en attendant que ça passe ou pas ? Ces questions, je me les suis posées, mais pas longtemps, je dois avouer. Et je sais que je ne suis pas la seule. Dans cet épisode, je vous partage mon expérience, des conseils très concrets pour prendre la route malgré la maladie. Parce que voyager, ce n'est pas forcément aller loin. C'est parfois juste s'ouvrir une fenêtre, retrouver une bouffée d'air, une sensation de liberté et de bien-être. Et ce n'est pas juste une impression. Les études en neurosciences montrent que changer d'environnement, vivre quelque chose de nouveau, ça stimule le cerveau, ça booste la dopamine et ça peut vraiment faire du bien, même sans partir loin. Que ce soit à vélo, en train, en sac à dos ou en camion, le voyage peut aussi être un soin. Un vrai, pas magique, mais profond. Alors ensemble, on va voir comment tout cela est possible. Comment on peut dépasser les peurs, s'organiser, s'écouter et ne pas toujours écouter les peurs de ses proches, parfois légitimes bien sûr. Il s'agit avant tout de trouver le bon équilibre entre risque et bien-être et surtout ne pas attendre que la vie nous donne le feu vert pour la vivre pleinement. Alors dans un premier temps, je vais vous partager mon expérience. J'ai toujours eu la bougeotte. Ado, ma mère ne cessait de me dire que j'étais tout le temps partie. Même étudiante, sans un sou, je partais explorer l'Europe de l'Est. C'est ce qui me faisait vibrer. J'ai toujours rêvé de partir loin, longtemps. Mais la vie est passée par là, boulot, enfant, responsabilité, bref. J'ai fini par enfouir ce rêve. Enfin, pas vraiment. Il couvait, comme la braise sous les cendres, dans l'attente qu'on lui souffle dessus. Car je dois avouer une chose avec le recul. J'ai pris conscience que j'avais peur, d'y aller seule surtout. Même si je m'en savais capable, au fond, j'attendais qu'on me pousse à le faire, qu'on me dise « Allez, fonce, le monde t'attend. Allez, arrête d'écouter ce qu'en pensent les autres, surtout tes proches. Arrête de te mettre des freins. » Et au final, je vais oser une comparaison qui me fait rire, mais c'est un peu comme faire l'amour. Moins on le fait, plus le temps passe, et moins on ose. Bref, vous avez compris le message. Alors, juste avant mon diagnostic, en 2021, je parlais tout le temps de futurs voyages. Mes filles étaient lycéennes, et je pouvais désormais me permettre d'envisager de partir au moins quelques semaines dans un futur proche. C'était devenu une priorité absolue et je commençais à préparer ces futures escapades. Attention, le départ de notre train est imminent. Attention au départ. Destination. Je répétais sans cesse. Je ne veux pas attendre la retraite. Je ne veux pas que ce soit trop tard, comme ça arrive à trop de personnes qui attendent toute leur vie pour vivre leurs rêves, ou pas. Et puis boum, le cancer est arrivé.
Et là, ça a été clair pour moi. Je ne voulais pas remettre mes rêves à plus tard. J'ai décidé que je voyagerais, même malade. Déjà, j'avais prévu un tour de Bretagne à vélo après ma première année de traitement, prévu pour le printemps 2022. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que je n'avais aucun entraînement à vélo, que je n'en faisais jamais, même mieux, que je n'aimais carrément pas le vélo. Bon, mais hélas, j'ai rechuté en mars 2022. Malgré tout, j'ai tenu bon et j'ai quand même fait ce tour entre mes chimios. Donc j'avais environ 8 jours devant moi pour partir sur les routes. Je partais, je rentrais, je reprenais les soins, je repartais petit à petit en reliant les étapes en train. Au total, j'ai fait ça sur 60 jours, entre avril et novembre. J'ai même dû faire une pause l'été à cause d'une opération en urgence après une occlusion sur bride pendant des vacances en Corse. J'ai repris mon tour de Bretagne en octobre, cette fois avec un vélo électrique pour éviter de trop forcer. Et puis 1 an plus tard, alors que je suis en train de concocter un grand voyage à vélo et en train du sud de l'Angleterre jusqu'en Écosse, j'apprends que le cancer est revenu. Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais, ce sera court et pas du tout comme je l'imaginais, mais c'est ça ou rien. Alors j'ai improvisé et 3 jours plus tard, j'étais sur un bateau, direction le sud de l'Angleterre à vélo. 2 semaines loin de tout, avant un PET scan. Et franchement, c'était la meilleure chose à faire. J'ai repris des forces, reboosté mon mental, et j'ai presque oublié que j'étais malade. Et puis, à l'automne de cette même année, après ma 3e série de traitements, je décide 3 semaines à l'avance de partir à vélo jusqu'au Maroc, direction Tanger. Je prends le train jusqu'à Vigo en Espagne et je me lance. J'ai 2 mois devant moi pour faire 1500 km le long de la côte portugaise, puis andalouse, jusqu'à Tanger, avant mon prochain scanner de contrôle. Sauf que, comme j'aime prendre mon temps, parler aux gens, faire des photos tout le long de ma route, j'avance, franchement, trop lentement. Cette lenteur que je savoure d'un côté me stresse de l'autre, car il faut que je sois rentrée à Nantes le 31 octobre. Une amie rencontrée en auberge de jeunesse me dit « Et si tu rentrais juste pour l'examen et tu reprends ta route après ?» Ça m'a parlé. Alors, je décide de laisser toutes mes affaires et mon vélo chez des amis d'amis près de Séville, trouvés à la volée, et surtout, je parie sur des bons résultats. Tout en me disant, quoi qu'il arrive, je finirai ce périple. Par bonheur, mes résultats sont bons. Alors mi-novembre, je repars à Séville et je termine mon voyage. J'arrive à Tanger début décembre, peu avant mon anniversaire que je fête là-bas. Quel magnifique cadeau je me suis fait là. C'est l'un des plus beaux voyages de ma vie. Sur ma route, je rencontre des gens incroyables. Je vois des paysages magnifiques, je bivouaque face à la mer. Et surtout, je retrouve qui je suis. Je me sens libre, vraiment moi, authentique, forte aussi. Parce que partir seule à vélo, sans savoir où dormir le soir, tout en respectant un régime alimentaire strict, c'est un vrai défi. J'ai appris, ou plutôt cela m'a confirmé ce que je savais au fond de moi, que je pouvais vivre avec moins, que je pouvais être sale et heureuse, que je pouvais lâcher prise sur tout ce qu'on nous impose. Et surtout, j'avais enfin compris que ma place était aussi sur la route. Alors si vous avez cette envie-là, ou une autre, mais que vous n'osez pas, n'attendez pas. Faites-le, maintenant ou un peu plus tard. Et je ne suis pas la seule à avoir voulu reprendre la route, même malade. Il y a plein de personnes qui, malgré le cancer, ont osé vivre, bouger, rêver plus grand. Ce sont des récits puissants, parfois simples, parfois fous, mais tous montrent que c'est possible. Je pense à Alexandra Delaune, que vous avez peut-être entendu dans l'épisode numéro 1. Après son cancer du sein, elle est partie marcher dans le désert. C'était son chemin à elle, sa manière de se reconnecter, sa résilience à elle. Il y a aussi Tata Alex, une autre Alexandra que j'ai interviewée, que vous entendrez plus tard dans un futur épisode. Elle n'était ni sportive, ni fan de vélo. Et pourtant, après la maladie, elle a enfourché son vélo Jeannette et parcouru des milliers de kilomètres. Un vrai défi, une vraie victoire. Et puis, il y a aussi des hommes. Par exemple, Bertrand Piccard, explorateur, psychiatre, pilote du tour du monde en ballon puis en avion solaire. Peu de gens le savent, mais il a aussi traversé un cancer jeune.
Il en parle peu, mais son parcours, son besoin d'aller plus loin que les limites, prend une autre dimension avec ça. Ce genre de profil, ça donne aussi des ailes. Et des histoires comme celle-là, on en croise souvent. Dans les journaux, sur les réseaux sociaux, dans les conversations. Des gens ordinaires avec des envies extraordinaires. Des gens qui se disent « et si c'était maintenant ?» Et si d'autres sont capables, alors pourquoi pas moi? Alors j'espère qu'avec tout ce que je vous ai raconté, l'envie de partir vous titille. Et si c'est le cas, alors écoutez la suite. Je vous ai concocté une liste de 7 indispensables pour préparer votre voyage. Avant de prendre la route, des peurs légitimes se dressent devant nous. Et c'est bien normal, d'autant quand on est malade. C'est la peur de l'inconnu, mais c'est aussi celle de manquer de force, de ne pas pouvoir supporter la fatigue ou de se retrouver dans une situation délicate sans le confort de nos repères médicaux. Bien sûr, ces craintes sont naturelles, mais en les abordant une par une, on peut arriver à les transformer doucement en simples étapes d'organisation. Alors c'est parti! L'indispensable numéro 1, c'est la consultation médicale. Voyager pendant un traitement, ça ne s'improvise pas. Avant tout, prenez donc le temps d'en parler avec votre médecin. Expliquez-lui votre projet, où, quand, combien de temps, dans quelles conditions. Ensemble, vous pourrez poser les bases d'un plan santé pour la route. Traitements, médicaments à emporter, effets secondaires à surveiller, etc. N'oubliez pas de demander une ordonnance avec la quantité nécessaire pour tout le voyage, surtout si vous partez plus de quelques jours. Selon les pays, en plus, certains médicaments peuvent être difficiles à trouver, voire même interdits sans prescription. Et si vous avez un protocole de soins en cours, voyez s'il est possible de le moduler ou de l'adapter à votre itinéraire. Parfois, un simple décalage peut ouvrir une fenêtre de liberté. Moi, il m'est arrivé de négocier avec mon oncologue pour décaler d'1 ou 2 journées la chimio. Et évidemment, tout dépend de l'urgence des traitements. L'indispensable numéro 2, choisir un rythme qui vous respecte. Un voyage, c'est censé faire du bien, pas vous épuiser. Oubliez les programmes serrés et les étapes au pas de course. Privilégiez les trajets courts, les pauses fréquentes, les journées sans rien de prévu. Le slow travel, ce n'est pas une tendance, c'est un vrai luxe quand on est malade. Et surtout, ne faites pas comme moi, ne voyez pas trop grand, pas trop loin, pas trop long. Laissez la place à l'imprévu, au repos, à la fatigue qui peut frapper sans prévenir. Et j'ajoute un point crucial, voyagez le plus léger possible. Surtout si vous êtes encore en traitement ou que vous avez subi une chirurgie récemment. Moi, j'en ai fait les frais. 2 ans après ma dernière opération, je me suis retrouvée avec une éventration. Pourquoi? D'abord, je croyais que j'étais suffisamment loin de ma dernière opération et parce que j'ai porté trop lourd, trop souvent. Je me sentais en forme, j'avais de l'énergie, de la force, je pensais que ça irait. Grosse erreur, ça a craqué. Maintenant j'ai compris, force ne veut pas dire invincibilité. Indispensable numéro 3, rester à portée de soin. La sécurité avant l'aventure. Quand on voyage avec un cancer, ou après, savoir que l'on peut accéder rapidement à des soins, ça change tout. Ça rassure, surtout. Choisissez des itinéraires ou des lieux où vous n'êtes pas trop loin d'un hôpital ou d'un centre médical. Ça ne veut pas dire rester collé à la ville, mais disons éviter de vous perdre au fin fond d'une montagne sans rien autour. Je parle en connaissance de cause, encore une fois. L'année qui a suivi mon opération, j'ai fait 4 occlusions sur bride en quelques mois, dont 2 loin de chez moi. Heureusement, j'étais encore en France. Et la 4e, j'ai dû être opérée en urgence. C'est là que je me suis dit, ma cocotte, les pays trop lointains ou les coins sans système de santé fiable, désormais, et à mon grand regret, tu vas éviter. Et ce n'est pas tout. Mes 2 dernières occlusions sont arrivées pendant des randos en montagne. Heureusement, j'avais du réseau et j'étais pas trop loin d'une route. Alors oui, pensez aussi à vérifier que vous aurez du réseau et un téléphone chargé, bien sûr, ou à défaut, un plan B. Indispensable numéro 4, pensez au rapatriement et à l'assurance. Ça m'amène à un sujet pas très sympa mais crucial, le rapatriement en cas de pépin. Quand j'étais opérée en urgence à Bastia, j'ai dû repousser mon retour, changer mon vol, etc. Alors j'ai contacté naturellement l'assurance liée à ma carte bancaire et là, surprise, pas de prise en charge. Pourquoi? Parce que mon occlusion était liée à une maladie chronique, en l'occurrence mon cancer. Et ce genre de situation, la plupart des assurances standards ne le couvrent pas.
En gros, ça signifie entre les lignes, si vous êtes malade, restez chez vous. Voilà ce que j'en ai conclu. J'ai fait le tour des options par la suite et la réalité, c'est que les assurances qui acceptent les personnes malades chroniques coûtent souvent très cher. Donc mon conseil, c'est renseignez-vous bien avant de partir, surtout si vous quittez la France. Vérifiez ce que couvre votre carte bancaire, votre mutuelle ou une assurance voyage spécifique. Pensez aussi à demander, si vous restez dans l'Union européenne, la carte assurance maladie européenne qui est facile à demander. Il suffit d'aller sur votre compte Amélie, vous cliquez pour faire une demande, vous la recevez en quelques jours. Et si vous pouvez, prenez une assurance adaptée, même temporaire, enfin si ça existe. Je suis d'ailleurs preneuse de tuyaux sur ce point-là. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça servira à tout le monde. Je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça pour éviter de vous retrouver bloqué loin de chez vous avec en plus une galère financière sur les bras. Prévenir, c'est voyager plus serein. Indispensable numéro 5, le kit santé. Que vous partiez une semaine ou 2 mois, votre trousse de santé, c'est votre filet de sécurité. Médicaments, compléments alimentaires, matériel de soins si besoin, préparez tout en amont en pensant aux imprévus. Perso, que je sois à vélo ou à pied, je pars toujours avec ma trousse de pharmacie bien garnie. Tout est dedans, les essentiels et au cas où, et ce que je ne trouverai pas facilement à l'étranger. Je prends aussi en photo tous mes documents médicaux importants. Surtout ceux trop lourds ou encombrants à emmener en version papier. Je les garde dans mon téléphone et aujourd'hui avec l'appli Mon Espace Santé, on peut aussi stocker en ligne plein de documents, ce qui est pratique si jamais on perd son téléphone ou son sac, au moins les infos sont accessibles. Ce kit, ce n'est pas un détail, c'est ce qui vous permet de partir le sac, certes un peu plus lourd, mais l'esprit un peu plus léger. Indispensable numéro 6, l'importance de s'écouter, de s'adapter en cas d'effets secondaires. On ne va pas se mentir, les traitements laissent des traces. Fatigue, douleur, inconfort, tout ça peut s'inviter en voyage, évidemment. Mais avec un peu d'anticipation, on peut les apprivoiser et ne pas laisser ces symptômes gâcher l'aventure. Concernant la fatigue, prévoyez des journées light, des pauses longues, des temps morts sans culpabiliser. Le repos fait partie du voyage, même si vous êtes du genre hyperactif ou hyperactif comme moi. C'est aussi là que le corps récupère, que l'esprit se reconnecte. Pensez aussi à bien vous alimenter, à bien vous hydrater. Concernant les douleurs et les inconforts, glissez dans votre bagage un petit oreiller, par exemple, ou des crèmes apaisantes, ou encore une huile que vous aimez. Pratiquez des étirements doux le matin, en fin de journée. C'est simple, mais ça peut tout changer. Pensez à ces petits gestes de confort avant de partir pour ne pas y réfléchir au moment où ça fera mal. L'idée, ce n'est pas de faire semblant que tout va bien, c'est de composer avec ce qui est là et de prouver, encore une fois, qu'on peut avancer, même doucement, même autrement. Indispensable numéro 7, voyager seul ou accompagné. Alors oui, dans mon cas, je suis souvent partie seule, mais je dois dire que ce n'était pas toujours un choix. Bien sûr que j'aime aussi être accompagnée, mais on ne trouve pas toujours des proches disponibles. Les amis, la famille ont leur vie, leurs obligations, et c'est pas forcément évident pour eux de s'absenter, de nous accompagner sur 1 ou plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc parfois, j'ai vraiment choisi de partir seule, parce que j'en avais besoin, parce que ça me faisait du bien, mais d'autres fois, c'est juste que je n'avais pas d'autre option, et je sais que j'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi. Et je tiens à le dire, on n'est pas obligé de partir seul, évidemment. Ce n'est pas un exploit à réaliser. On peut tout à fait voyager accompagné, avec un ami, avec quelqu'un de la famille, même pour un petit bout du voyage. Parfois, c'est juste le temps d'un week-end de quelques jours, et c'est très bien comme ça. L'important, c'est de faire à votre rythme, selon ce qui est possible pour vous. Moi, il m'est arrivé d'être rejointe sur certaines étapes par mes enfants, par des amis, par des proches, et ces moments-là étaient très chouettes aussi. Et puis même quand je partais seule, je ne me suis jamais sentie vraiment seule, du moins à vélo. On attire l'attention, les gens viennent facilement discuter. Sur la route, la solitude était même quelque chose que je cherchais simplement pour avoir le temps d'écrire, de prendre des photos, etc. Et finalement, c'était pas si simple de me retrouver seule. Et il y a un autre truc qui, je pense, a tout changé pour moi. J'ai partagé mon voyage en ligne, comme un journal de bord. Des photos, des textes poétiques sur Facebook notamment.
C'était mon moyen de raconter, de partager avec d'autres surtout. Et franchement, le soutien que j'ai reçu m'a vraiment porté. J'ai compris après coup que cette présence virtuelle, c'était une forme de présence réelle. Ça m'a donné de la force, ça m'a aidé à avancer. C'est pour ça que je dis, partir seul ne veut pas dire être seul. Et surtout, ça ne veut pas dire être isolé. On peut créer du lien différemment. On peut se sentir accompagné, soutenu, même en étant loin. Et on peut aussi savourer cette liberté absolue de n'avoir à écouter que soi. Indispensable numéro 8, surmonter les peurs. On parle souvent de la fatigue, des douleurs, des effets secondaires, mais il y a un autre frein, plus invisible, la peur. Peur de l'inconnu, de ne pas gérer, de ne pas être à la hauteur, et je vous rassure, c'est normal. Un voyage n'a pas besoin d'être lointain ou spectaculaire pour être transformateur. Si vous avez peur, commencez petit. Une escapade à 1 heure de chez vous, une nuit ailleurs, un train, un vélo, un sac léger, une visite chez un ou une amie qui vit loin de chez vous. Ce sont des premiers pas qui redonnent confiance. Et si jamais vous partez seul, pour vous rassurer, je vous suggère d'acheter un traceur GPS qui vous suit en temps réel de type Winect. Souvent utilisé pour les personnes âgées, les enfants ou les animaux, ce petit appareil ultra léger a aussi une autonomie de plusieurs jours et ne nécessite pas de connexion Internet, ce qui est ultra pratique. Doté d'un gros bouton rouge au milieu, vous pouvez appuyer dessus en cas d'urgence et vous serez ainsi relié aussitôt aux proches que vous aurez choisi de connecter avec vous avant de partir. Je vous mettrai le lien du modèle que j'ai acheté en description de l'épisode. Enfin, pour clore cet épisode, j'aimerais vous parler de l'apport des neurosciences. En effet, si on a encore besoin de se convaincre que voyager, même juste un week-end, même à 2 heures de chez soi, peut vraiment faire du bien, il y a aussi la science qui en parle. Alors non, pas besoin de faire le tour du monde encore une fois, mais oui, se mettre en mouvement, ça a un impact réel, mentalement, émotionnellement et peut-être même physiquement. Les neurosciences montrent aujourd'hui que le simple fait de vivre de nouvelles expériences, changer d'environnement, découvrir un endroit inconnu, casser la routine, stimule notre cerveau. Le Dr Paul Nussbaum, neuropsychologue, explique que lorsqu'on est exposé à un environnement nouveau, le cerveau réagit en créant de nouvelles connexions neuronales, améliorant ainsi ses performances cognitives. On améliore sa mémoire, sa concentration et surtout, on sécrète de la dopamine, la fameuse hormone du plaisir, de la motivation, du « ça fait du bien ». D'autant plus quand on est malade, quand on est en plein traitement ou en reconstruction. Ça n'est pas du luxe, bien au contraire. Dans le contexte du cancer, maintenir des niveaux adéquats de dopamine peut aider à lutter contre la fatigue, la dépression et le stress associés à la maladie. Des recherches suggèrent également que la dopamine pourrait avoir des effets sur la progression de certaines tumeurs, positives bien sûr, bien que des études supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces liens. Explorer un nouveau quartier, essayer une nouvelle activité ou simplement changer de routine peut suffire à stimuler la production de dopamine et à renforcer la résilience mentale. En intégrant des moments de nouveauté et de découverte dans votre quotidien, vous offrez à votre cerveau des opportunités de se régénérer et de renforcer votre bien-être global. C'est pas beau ça ? Alors en conclusion, est-ce qu'on peut voyager avec un cancer ? La réponse c'est oui. Pas toujours, pas n'importe comment, mais oui, c'est possible. Et parfois, c'est même vital. Il ne s'agit pas de fuir la maladie, il s'agit de choisir la vie là où elle se trouve, dans le mouvement, dans la découverte, dans l'imprévu, dans cette sensation de liberté qu'on croyait perdue, mais qui peut revenir, même au cœur du traitement. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est faisable. Et surtout que ça vaut la peine d'y croire, d'essayer, de s'autoriser. Voyager malade, c'est voyager autrement, avec plus de lenteur, plus de précautions, mais aussi plus de conscience. Merci à vous de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a parlé, si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager votre propre expérience, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai ravie de vous lire et pourquoi pas de faire entendre votre voix dans un prochain épisode. À bientôt dans l'écho des papillons et d'ici là, prenez soin de vous, là où vous êtes ou là où vous irez. À dans 2 semaines pour une prochaine escale sonore. Si ces mots résonnent en vous, si vous avez envie de poursuivre cette aventure à mes côtés,
Alors je vous invite à vous abonner à ce podcast pour recevoir chaque épisode dès sa sortie, un mardi sur 2. Et n'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes. Au-delà de mon podcast, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter sur mon site www.les2lduriel.com pour être au courant de mes actualités. Vous découvrirez aussi sur ce site mes recettes anti-cancer, mes photographies artistiques de voyage que vous pouvez acheter pour soutenir mon podcast et bientôt un blog. Alors si vous avez envie de prendre votre envol avec moi, abonnez-vous, partagez et avançons ensemble sur ce chemin d'espoir et de résilience. L'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. Un mardi sur 2.